Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 76 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 23 décembre et nous commençons l'enregistrement à 7h56 du matin. Et ce sera donc, comme vous le savez, le seul bulletin de cette sainte semaine de Noël. Alors au menu aujourd'hui, un peu d'actualité en bref, et puis comme d'habitude, une grosse focale sur l'Ukraine et un résumé exhaustif de ce qui se passe au Proche-Orient. Alors bien évidemment, dans l'actualité en bref, il nous faut parler de ce nouvel attentat en période de Noël qui a eu lieu donc à Magdebourg en Allemagne sur un marché de Noël, parce que bien voilà, ça fait des années que ce genre d'événement malheureusement se répète. On a connu ça nous en France sur le marché de Noël de Strasbourg il y a quelques années. C'était une attaque par un individu armé d'un couteau, si ma mémoire est bonne. Là, bien évidemment, les médias de grand chemin nous ont dit une voiture a foncé dans la foule. Non. Non, la voiture, elle n'est pas encore autonome, elle n'est pas encore téléguidée ou télédirigée par un système informatique à distance. Il y a bien un conducteur dedans. Alors, ce qui interroge, c'est le profil du conducteur. Je ne reviens pas sur les images qu'on a vu passer, bien sûr, sur les réseaux. Vous les avez toutes vues, on les a pas diffusées plus que ça, mais bon, c'était absolument phénoménal. On se demande comment ce marché n'avait pas été sécurisé avec des plots en béton pour éviter l'accès des véhicules, mais bon, bref. Donc on nous dit que l'individu qui a fait le coup a un profil, c'est kafkaïen. Ce serait donc un Séoudien, en plus quelqu'un d'éduqué, un médecin, qui a décidé de basculer dans un anti-islamisme rabique, mais vraiment le type qui crache sur l'islam, qui dit que l'islam est la pire religion du monde, etc., etc., qu'il est recherché bien évidemment par les services séoudiens depuis qu'il a fui en Allemagne. Simplement, le gouvernement allemand, qui est toujours prompt, comme le gouvernement français, à accepter chez lui des gens dont il n'a pas forcément conscience du pédigré total, n'a pas décidé de donner suite à cette demande d'extradition. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec l'assassin de notre collègue enseignant à Arras, dont on a découvert que l'assassin aurait dû être expulsé vers la Russie parce que sa famille était recherchée puisque tchétchène, et que son père était recherché par les services du FSB. Mais bien évidemment, on avait tous les droits de l'homiste de l'époque qui étaient venus nous dire ah mais non, il faut pas, etc. Voilà, tous ces gens ont en partie la mort de notre collègue enseignant à Arras sur la conscience pour avoir laissé le verre dans le fruit. Et là c'est pareil, l'Allemagne, le gouvernement allemand porte une part de responsabilité de ne pas avoir accepté la demande d'extradition de ce monsieur par l'Arabie Saoudite. Parce que d'un côté on nous dit ah mais oui mais l'Arabie Saoudite respecte pas les droits de l'homme, et puis de l'autre côté on lui a collé il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc dans toutes ces mascarades symboliques, à la fin il faut en revenir à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des gens et la survie des gens. On va pas laisser des types foncer dans la foule. Alors j'ai pas le décompte actuel du nombre de morts et de blessés, mais il y a plus de 200 blessés. Il y a, je crois, 4 ou 5 personnes qui ont succombé le jour même immédiatement des suites de leurs blessures. Mais voilà. Donc après, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait un type qui dise bah voilà, moi j'ai voulu faire ça. Parce que l'Allemagne n'est pas assez ferme sur ses positions contre le monde musulman. Alors là, on tombe des nues. L'Allemagne est un soutien inconditionnel d'Israël depuis le début de ce qui se passe à Gaza notamment. On voit mal quelqu'un venir pointer du doigt l'Allemagne comme n'étant pas dans les lignes
de la participation au combat contre le monde musulman en général. Alors peut-être pas contre l'islam en particulier, mais enfin disons que l'Allemagne apparaît pas quand on cite, si on doit faire une liste des États qui luttent contre l'islam, c'est pas l'Allemagne qu'on va mettre en haut de la colonne. Hein. Puis alors on a vu que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir sur ces réseaux sociaux, il était pro-Israël, etc. Bon, et du coup, on nous dit aussi qu'il est pro-AfD, le parti dit d'extrême droite allemand. Alors là, ça tombe, c'est l'effet d'aubaine magnifique, c'est-à-dire que vu que l'AfD est en tête dans les sondages de la future élection législative allemande, bah voilà, ça permet à tout le monde de dire, regardez, les soutiens de l'AfD, c'est ça, y compris donc des gens qui sont issus du monde arabo-musulman, voilà ce qu'ils sont capables de faire, ne votez pas pour ces méchants fascistes. Là, alors là, le truc, il est cousu de fil blanc, hein, voir ces méchants nazis, parce que nous sommes en Allemagne. Donc là, c'est cousu de fil blanc. Je rappelle que les positions de l'AfD ces dernières semaines vis-à-vis de la situation internationale du pays, c'est de dire, si nous prenons le pouvoir aux législatives, nous allons quitter l'Union européenne. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se coaliser pour éviter que ça arrive, y compris en faisant ce genre d'opération. Alors je sais même pas si on peut la qualifier de sous faux drapeau, mais à travers la manipulation d'individus qui sont pas forcément très au clair avec leurs idées, ou avec des gens qui pratiquent la taquilla, parce qu'après, de l'autre côté, on a vu des vidéos de l'arrestation de ce monsieur aux commandes de sa voiture, hein, où on entendrait, c'est pas très facile à discerner entre les ordres qui sont donnés par le policier en allemand. Vous savez que quand un Allemand donne des ordres très, très fermes, c'est très difficile à supporter déjà au niveau auditif. Mais alors en plus de ça, là avec le bruit de la voiture, le bruit ambiant de la ville, c'est un peu compliqué, mais on entendrait ce Séoudien crier Allahu Akbar pour signer son geste. Donc on est dans une configuration où on ne sait plus où donner de la tête. Toujours est-il que ce qui est le plus important, c'est de savoir à qui sert finalement cet attentat. Et là, il semblerait que ça soit au profit des gens qui ne veulent pas que l'AfD arrive au pouvoir. C'est ça qui est très important à noter. Et c'est renforcé derrière par la réaction très forte d'Elon Musk qui a dit, ben voilà, après un attentat pareil, dont on sait que le gouvernement allemand a refusé l'extradition du commanditaire, enfin même pas du commanditaire, de l'exécuteur, et parce que le commanditaire, on aimerait bien savoir qui c'est, l'exécuteur, c'est le gouvernement allemand devrait démissionner. Elon Musk a pris la parole sur l'agora mondiale en disant, bah voilà, moi je pense, comme beaucoup de gens doivent le penser, j'imagine en Allemagne, ce type-là, puisque vous ne l'avez pas expulsé, c'est de votre responsabilité que tout ça arrive, donc vous devez démissionner. Et alors là, on a vu toute la petite cohorte de caniches, à commencer par Monsieur Breton, qui n'en rate pas une avec Elon Musk, hein, vous savez, ils ont un petit différend tous les deux, sauf que Monsieur Breton n'a toujours pas compris qui était le boss, et donc on a vu tous les caniches venir nous dire voilà de quoi se mêle Musk, etc., etc. Bref, et donc Musk l'a renvoyé dans les cordes très facilement, puisque bon, Monsieur Breton n'a pas grande qualité à faire valoir, et notamment ni sa répartie ni son intelligence. Et puis après, alors nous en France, on a vu des choses monumentales avec des types qui sont venus nous dire ça sert les intérêts de la Russie, et donc, parce que si l'AfD effectivement prend le pouvoir, on peut imaginer que par rapport au soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, tout ça va s'arrêter et compagnie, hein, puisque l'Allemagne fait partie des États qui fournissent en Europe le plus d'équipements et de soutien logistique à l'armée ukrainienne. C'est logique, l'armée ukrainienne a beaucoup de chars Léopard notamment, ou de pièces automotrices d'artillerie allemand. Donc aujourd'hui, on nous dit ah ben non. Alors là, c'est d'obscurs analystes politiques. Je crois que j'ai vu donc Dominique Régnier, nos amis les fact-checkers, hein, comme d'habitude, la cohorte habituelle, venir nous dire c'est la faute des Russes. C'est les Russes qui ont manipulé ce monsieur pour que... Alors eux nous disent c'est les Russes parce que
c'est un attentat terroriste islamiste et donc ça va faire monter l'AfD qui va alors on n'y comprend plus rien puisque de l'autre côté le gars on nous dit ah ben non il est pas du tout islamiste, il est justement le contraire. Donc on voit qu'il y a une espèce de confusion totale autour de cette histoire et que l'objectif pour le moment principal c'est bien de stigmatiser l'AfD pour qu'elle ne gagne pas les élections. Mais caramba, encore raté, il semblerait que dans les sondages en date de samedi soir ou de dimanche matin en Allemagne, excusez-moi si j'ai un petit doute sur leur sortie, l'AfD a gagné des points dans les sondages. Voilà. Donc il reste à débroussailler. Vous savez que nous ici on est là pour essayer de vous donner quelques cadres d'analyse, mais qu'on va pas vous dire voilà c'est ça et puis pas autre chose comme on nous l'a martelé chez les uns comme chez les autres. Je peux pas vous dire c'est les Russes, j'en doute fortement. Je peux pas vous dire que c'était un gars qui pratiquait la taquilla et qui est manipulé et qui est un islamiste rabbik. Je peux pas vous dire que c'est pas le Mossad qui a monté une opération, etc. Je peux rien vous dire de particulier parce que pour le moment personne sérieusement n'en sait rien, sinon les gens qui sont dans les plus hautes sphères de toutes ces structures. Donc pour le moment, beaucoup de prudence et par contre ce qui est très intéressant, c'est de regarder qui réagit et comment et de se dire que là, dans le jeu politique interne en Allemagne, ça favorise les gens, enfin ça aurait dû favoriser les gens qui voulaient éviter que l'AfD continue de monter. Malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné, parce que les gens sont probablement convaincus que c'est un islamiste qui a fait le coup, et que c'est au nom de l'islam, et que tout son background est un background lié à la taquilla, à la dissimulation, et pas à autre chose. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire très prudemment ce matin sur cet attentat qui est donc une tragédie encore une fois pour le peuple allemand qui ne veut toujours pas revenir dans l'histoire, même si on peut comprendre pourquoi il en est sorti et qu'on n'a pas forcément envie de le revoir, enfin de le voir revenir sous les mêmes auspices qu'à chaque fois qu'il est revenu ces 150 dernières années. On aimerait bien qu'il revienne, mais enfin calmé et enfin sereinement pour pouvoir gérer son destin avec nous. Ensuite, dernier petit point très intéressant qui est sorti hier dans cette actu en bref, c'est ce qui se passe au sein de l'armée britannique. Le gouvernement travailliste avait décidé de donner un coup de pouce aux soldes au sein de l'armée britannique, parce qu'ils étaient le niveau stagnait depuis plusieurs années par rapport à l'inflation, par rapport à tout un tas de facteurs de comparaison avec d'autres civil servants, et donc on a vu augmenter ces soldes, et malheureusement ça n'a pas permis d'enrayer la crise des effectifs, notamment de l'armée de terre, où on constate qu'il y a un niveau de démission assez important qui laisse alors comme le faisait remarquer hier quelqu'un sur mon compte X, déjà que la British Army ne remplit pas elle toute seule le stade de Wembley qui fait en fonction de ses configurations entre 78 000 et 80 000 places. Vous imaginez si là il y a encore donc une vague de démission qui est à subir, elle est en cours, c'est pas genre elle va arriver demain, les gens démissionnent, ils doivent arriver en fin de contrat là avec le 31 décembre et donc les effectifs sont encore en train de se tasser. Donc ça signifie deux choses, c'est que premièrement, les moyens disponibles pour une politique extérieure comme celle qu'on a pu encore essayer de nous vendre ces derniers mois sur une intervention en Ukraine ou ce genre de choses, on l'avait déjà dit à propos de la Royal Navy, qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez de marins pour faire de telle sorte à ce que leur porte-avions soit simultanément, enfin leur porte-aéronefs soit simultanément à la mer, parce qu'il n'y avait pas assez de marins, non pas pour les porte-avions eux-mêmes, mais pour leurs navires d'escorte en particulier, et ceux qui sont chargés de la logistique. Et donc là, voilà, on avait le chef d'état-major britannique il y a quelques semaines qui venait nous dire, grand renfort de rodomontade, oui on est prêt, si Poutine franchit la frontière de l'OTAN à l'Est, on sera là. Ah bah oui, vous allez être là, ça va durer 3 minutes. Déjà qu'on estimait que les moyens que vous pouviez engager, c'était pour tenir pendant une semaine, alors là, ça va se réduire à même pas une semaine au feu face à l'armée russe. Bref, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que probablement, il y a peut-être des gens dans la British Army qui sont convaincus justement que leur gouvernement complètement fou, parce que Starmer, je le rappelle, avec Macron, c'est les deux plus gros cinglés qui veulent envoyer du monde en Ukraine. Les gars se disent, nous, on n'a pas envie d'aller là-bas, c'est pas notre guerre, ça nous concerne pas, et puis surtout, on n'est pas prêt. Parce que c'est ce qui ressort de plus en plus aujourd'hui. Je voyais le colonel Pierre de Jong, qui intervient souvent sur LCI malheureusement, qui racontait quelque chose
d'intéressant sur LinkedIn hier. Il disait voilà, aujourd'hui, nos armées, si on va en Ukraine, on va se prendre une raclée. Parce que aujourd'hui, la guerre de haute intensité, il y a que l'armée russe et que l'armée ukrainienne qui savent ce que c'est. Donc si on envoie du monde là-bas, ça va être une catastrophe. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire aussi ici. Sans compter que nous, on rappelle les conséquences que ce fiasco peut avoir sur le plan politique, comme ça avait été le cas en 1919 avec l'intervention française à Odessa. Donc voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire sur l'actualité en bref ce matin. Alors maintenant, on va passer au front ukrainien. Alors avant de passer à la carte des opérations, deux choses à vous signaler. Trump a refait un grand discours ces derniers jours pour dire voilà, je vais mettre un terme à la guerre en Ukraine, mais il faut que je rencontre pour ça Vladimir Poutine. Je peux pas le faire avant, hein, parce que souvent on lui a rappelé qu'il avait dit dès que je suis élu, je règle tout ça, vous inquiétez pas. Là, il rappelle que pour que ça puisse se faire dans les 24 heures dont il parlait, il faut d'abord que lui, directement en tant que président investi et non pas simplement en tant que président élu, il puisse rencontrer Vladimir Poutine. Il a rappelé qu'il y avait des millions de morts, qu'il y avait des destructions comme on n'en a pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sans jamais préciser bien sûr en Europe. Hein, parce que des destructions, il y en a eu ailleurs, et notamment quand on voit ce qui se passe déjà à Gaza aujourd'hui, ou quand on voit ce qu'ils ont fait en Irak, des destructions, il y en a eu aussi, hein, des villes rasées ou ce genre de choses. Allez demander aux Irakiens dans quel état se trouve Mossoul aujourd'hui, après l'assaut mené par la coalition dirigée par les États-Unis. Donc, encore une fois, il se place en faiseur de paix. Et on a Vladimir Poutine qui répond de l'autre côté en disant dans son grand point annuel, son bilan annuel face à la presse, que lui aussi est prêt à discuter, mais que tout se fera de telle sorte à ce que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant, qu'il est hors de question que la Russie veut dialoguer, la Russie veut renouer le dialogue, mais pas à ses dépens, hein, parce qu'aujourd'hui elle est dans une situation de force sur le terrain militaire. On a aussi pas mal donc d'indicateurs, on n'arrête pas de le dire dans les médias de grand chemin, où on voit qu'il y a quelques lumières qui commencent à changer de couleur parce que les gens comprennent bien que c'est foutu pour les Ukrainiens et que ça sert à rien de continuer de chanter le même narratif que celui qu'ils ont chanté pendant des semaines. Et donc tout ça va dans le même sens, mais je rappelle que, comme l'a fait Vladimir Poutine, tout ça se fera d'abord aux conditions préalables de la Russie. La Russie est dans la situation des alliés occidentaux, français, britanniques, américains, italiens en 1918, c'est elle qui dicte les conditions préalables à la négociation. Et donc dans ces conditions préalables à la négociation, donc des conditions qui ne sont pas négociables, il y a bien évidemment le retrait des troupes ukrainiennes des 4 oblasts, le fait du renoncement définitif à la Crimée, et la liquidation des éléments qualifiés de néo-nazis au sein de l'appareil d'État ukrainien. Et à partir du moment où ça a lieu, et bien sûr, j'allais oublier le dernier point, le renoncement à l'adhésion à l'OTAN, une fois que ces points-là, tout le monde s'est entendu dessus, enfin que tout le monde en face, hein, Ukraine, États-Unis se sont entendus dessus, disent bon, ok, on est d'accord, là, la négociation peut commencer sur le reste, mais pas avant. Alors, dernier point aussi avant d'aborder le front, on a eu l'information selon laquelle donc le ministère des armées, le ministère de la Défense russe va créer une nouvelle branche des forces armées russes qui va être dédiée uniquement aux drones. Hein. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on concrétise l'impact qu'ont les drones sur le champ de bataille en créant une nouvelle branche dédiée rien qu'aux drones au sein des forces armées russes. Alors par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quelle, on va dire, grande branche supérieure, hein, l'armée de terre, la marine ou les forces aérospatiales, cette branche va être attachée, ou si elle va constituer une 4e branche. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'aujourd'hui, bon, la majorité des drones, nous le savons, sont employés par l'armée de terre. Mais on a vu aussi des drones navals, donc que l'armée de l'air soit impliquée là-dedans, il y a aussi, semble-t-il, des possibilités que des drones soient dirigés par les forces aérospatiales pour faire de la reconnaissance avec des moyens sans pilote beaucoup moins risqués qu'avec des pilotes dans des avions, et beaucoup plus discrets. Mais on ne sait pas donc encore à quelle branche
majeure, cette branche qu'on pourrait qualifier entre guillemets de secondaire, va être attachée dans les mois qui viennent, mais en tout cas ça montre vraiment la nouveauté que représentent ces nouveaux éléments, ces techniques sur le champ de bataille, non pas qu'on n'en avait pas avant, mais que là, par rapport à leur profusion, ils font office vraiment de nouvelles, de nouveaux éléments incontournables dans la gestion quotidienne de la guerre, pour l'observation, pour la destruction, et que c'est et aussi donc en contrepartie la façon dont il faut les brouiller pour sécuriser le champ de bataille. On a même vu aussi des drones tenter d'attaquer d'autres drones, parce que je pense qu'on doit aussi beaucoup réfléchir à ces choses-là dans les bureaux d'ingénieurs. Donc là, la Russie prend acte de ça en créant cette nouvelle branche. Alors en ce qui concerne les opérations sur le terrain, donc voilà la carte dont on va parler aujourd'hui. Donc bien sûr, on va parler de Kupiansk, on va parler de Kupiansk, hein, vous voyez, qui est donc le rectangle le plus au nord de la carte, ensuite de Pokrovsk et puis ensuite du secteur de Kurachoe. Mais avant ça, je vais quand même signaler que dans le secteur de Sumy, la poche Sumy Souja, hein, le saillant de Souja, donc dans le secteur de Kursk, tout au nord de la carte, hein, le saillant occupé par l'armée ukrainienne continue d'être réduit par les opérations offensives que mène l'armée russe. Hein. Alors ça va toujours à un rythme très lent par rapport à la profusion de moyens qui sont engagés par l'armée ukrainienne pour tenir ce saillant coûte que coûte, et puis signaler que donc tout au sud de la carte, hein, vous prenez Zaporizhzhia comme référence, hein, le petit rectangle, le petit carré bleu qui est donc en bas de la carte, en dessous Kurachoe, et donc vous descendez le long de la ligne de front, là vous avez un tout petit point rouge. On a constaté une opération de niveau tactique de l'armée ukrainienne en direction des lignes défensives de l'armée russe dans le no man's land. Il y a une partie il y a une partie du no man's land qui a été occupée par l'armée ukrainienne. Il y a eu quelques combats pour un village qui était dans ce no man's land, et les Russes ne se sont pas du tout accrochés à la position parce qu'elle n'a aucun intérêt particulier, et ils se sont repliés derrière leur ligne de fortification. Alors certains voudraient nous dire oui, c'est les prémices d'une grande offensive, etc. Quand on voit les réseaux défensifs de la ligne Surovikin, qui sont les mêmes que ceux qui ont été attaqués à l'été 2023, un peu plus à l'est de ce point-là, et que ça a été un fiasco total, je ne vois pas comment l'armée ukrainienne, avec des moyens qui sont moins importants aujourd'hui, pourrait s'offrir le luxe de se lancer dans une opération de cette nature avec des chances de succès. Je dis pas qu'ils vont pas le faire, mais alors les chances de succès déjà en 2023, elles nous apparaissaient très limitées. On avait dit ça allait être la bataille de Kursk. Ils ont fait 4 ou 5 kilomètres, 6 kilomètres, peut-être 8 kilomètres dans le secteur c'était Robotiné, si ma mémoire est bonne, et ils se sont fait laminer. Ils ont perdu des quantités de matériel dans tout ça, notamment parce qu'il manquait de matériel du génie de combat pour percer les lignes, les premières lignes défensives, les champs de mines russes. Là, aujourd'hui, on nous parle de 3 brigades, soit 8000 hommes pour mener ce genre d'opération suicide. Bon, nous, on n'y croit pas. En tout cas, que des gens lancent cette opération, ça, oui. Quelle est la moindre chance, de succès? Alors ça, on n'y croit absolument pas. Alors on va commencer donc par parler du secteur de Kupiansk. Alors Kupiansk, vous le voyez, là on vous a mis le secteur en grand, hein, au global. Donc vous voyez que les Russes sont partout à la manœuvre. Donc si on commence au nord, ils essayent toujours de pousser en direction de Dvorishna, parce que comme on en parlait jeudi dernier, s'ils s'emparent de ce secteur et notamment de cette ville, ils vont pouvoir s'emparer d'un pont. Hein, vous voyez, il y a une route qui part vers l'est à l'intérieur du territoire contrôlé par l'armée russe. Donc là, ils sont à l'ouest de l'Oskol, hein. C'est depuis la tête de pont qu'ils ont créé à l'ouest de l'Oskol. S'ils s'emparent de Dvorishna et du pont qui enjambe l'Oskol, alors là, ils vont pouvoir créer une tête de pont bien plus importante, et surtout, ils vont pouvoir faire franchir l'Oskol à des matériels lourds, sans trop de difficultés, hein, sans se poser la question avec les BMP de franchir l'Oskol avec les moyens amphibies, mais avec des berges qui sont pas stabilisées. Là, tout ça pourra franchir l'Oskol par le pont routier.
Simultanément, on a toujours donc des attaques depuis Sinkivka en direction de Kupiansk. Je rappelle que la ligne de front est à 1 kilomètre à peine de la route qui relie Kupiansk à donc cet ensemble, cette poche qui se situe donc à l'est de l'Oskol. Alors je remercie ceux qui m'ont éclairé sur la portée des AK-74, leur portée effective c'est 400 mètres, 400-450 mètres, même si leur portée théorique, moi je m'étais un petit peu emballé par rapport à leur portée théorique qui est à 2500 mètres, donc je pensais qu'à 1 kilomètre ils avaient encore une efficacité. Je remercie tous ceux qui nous ont rectifié là-dessus, parce que leur portée effective, c'est 400-450 mètres en fonction des circonstances du vent notamment ou ce genre de choses, ce qui moi m'a un peu surpris en tant qu'historien militaire, parce que c'est à peine doublé ou triplé, même pas triplé la portée effective de certains fusils du début de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc c'est assez surprenant. Mais par contre, donc toutes les armes type fusil de précision, mitrailleuse, etc., peut bien couvrir cette route. Et d'ailleurs, si vous voulez tirer sur des véhicules qu'on appelle soft skin en anglais, c'est-à-dire avec peu de blindage ou pas de blindage, c'est largement suffisant pour les stopper. Donc vous voyez là, donc les Russes continuent d'appuyer. Ils essayent notamment d'attaquer dans le secteur de Petropavlivka. C'est la petite pointe avec le point rouge. Qui se trouve au sud de Sinkivka. Et puis dans la partie sud, on a toujours des attaques, et notamment du côté de Goruglialkivka, où là les Russes ont, semble-t-il, tenté de franchir l'Oskol pour faire une tête de pont, là encore sur la rive occidentale, avec donc des moyens canaux pneumatiques ou ce genre de choses, parce que le pont qui est là, ils l'ont depuis longtemps fait sauter avec des bombes planantes. Et puis au sud de cette mâchoire sud de la première poche, on a à nouveau des attaques qui sont menées par l'armée russe. Alors c'est pour conquérir les villages sur lesquels les Ukrainiens ont établi des systèmes défensifs. Mais bien que pour nous, on reste d'accord sur le fait que Kupiansk est un secteur secondaire, on voit que les Russes continuent des opérations actives depuis maintenant 3 semaines. Ça fait la 3e semaine d'affilée qu'on vous en parle, et notamment avec ces tentatives de créer des têtes de pont à différents endroits pour étirer l'effectif ukrainien. Alors, je fais une petite précision. Notre camarade Alexandre Robert d'History Legends a fait une vidéo très intéressante, je crois que c'était vendredi, sur le secteur de Kupiansk, où il nous dit que l'effectif ukrainien qui serait donc dans l'encerclement opérationnel sur la rive orientale de l'Oskol par rapport à Kupiansk serait, selon ses estimations, à 5000 hommes. Ce qui est, alors nous, on vous disait que ça pouvait varier entre 8 et 15 000. Alors ça, c'est les chiffres qu'on avait sur la fin novembre. Lui, il dit aujourd'hui qu'on est plutôt autour de 5000 hommes, mais ça reste quand même un effectif très important. S'il ne peut pas se replier rapidement sur la rive occidentale, il est voué à la capture ou à la destruction, et c'est tout ce que les Russes cherchent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Kupiansk, donc secteur à surveiller, parce que même si c'est un axe d'effort secondaire, il peut se passer des développements intéressants si les têtes de pont qui sont en train d'être mises en œuvre devaient s'élargir d'un seul coup, faute de défenseurs du côté ukrainien. Alors maintenant, on va passer au secteur de Pokrovsk, qui est l'axe principal de développement de l'offensive russe. Alors vous le voyez, on vous a fait une carte détaillée de Pokrovsk et sa région, parce que là, par rapport à la carte de jeudi dernier, vous pourrez comparer maintenant les avant-gardes russes, notamment celles qui sont dans le secteur de Pichané, là où il y a la flèche jaune marquée 2,9 km, et bien c'est la distance qui les sépare d'une des 2 voies d'accès qui sert à la logistique de l'armée ukrainienne pour ravitailler Pokrovsk. Depuis donc Oudachné, on en a parlé. Alors on voit que les Russes essayent, Oudachné c'est dans le rectangle violet mauve, donc on voit que les Russes attaquent à la fois depuis Novotroïske en direction de Solonné, sur la gauche de la carte, pour éventuellement foncer ensuite sur Oudachné. On les voit aller plein nord sur Pichané pour se rapprocher vraiment de la route, donc à moins de 3 km. Et puis on voit que au sud de Pokrovsk, ils sont en train d'essayer d'égaliser la ligne de front, de corriger la ligne de front, de la rectifier, en menant des attaques
d'abord de part et d'autre de l'espèce de petit saillant qui s'est fait sur le secteur de Zeléné, afin d'avoir des lignes qui soient à peu près homogènes, avant probablement donc de foncer le long des deux routes sur lesquelles on vous a mis les deux flèches pointillées. Et puis on voit également que sur le secteur complètement à l'est, donc à droite de la carte, depuis Mykolaïvka, Krasny Yar, on voit aussi un axe de progression en direction de Mirnograd, parce que Mirnograd, c'est le verrou de Pokrovsk à l'est. Et là, c'est une zone qui est très bien organisée en système défensif, dans lesquels les Ukrainiens ont du monde. Alors, je pense que c'est pas une attaque qui vise à prendre Mirnograd, de vive force, mais à fixer les défenseurs qui sont là et à les empêcher de se redéployer du côté occidental de la ville, qui est le moins bien organisé en termes de système de défense, et où là, les Russes semblent, sur le plan tactique, développer leur effort principal. Ensuite, on va descendre donc au sud, c'est vraiment la carte juste en dessous de la carte que nous venons de voir pour Pokrovsk, sur le secteur de Kurakhove. Donc, comme d'habitude, on vous a mis les deux grands centres de convergence des voies logistiques de l'armée ukrainienne, Andrivka en orange et Constantinopile Oulakli en jaune. Et donc on voit que les Russes poursuivent leur progression donc depuis le sud, en direction de Constantinople et d'Oulakli, de telle sorte à couper la route qui permet encore, bien qu'elle soit probablement déjà sous les feux des mortiers ou des armes lourdes mitrailleuses de l'armée russe, d'approvisionner toutes les troupes ukrainiennes qui se trouvent dans le secteur entre Oulakli et Kurakhove, ce qu'on a mis dans le cercle bleu pointillé. On voit également, c'est la ligne rouge continue, qu'il y a eu une rectification complète du front grâce aux dernières avancées russes, notamment la conquête de Konstantinopolske, à pas confondre avec Constantinople ou Constantinople en russe. Donc là, les Russes ont fini de détruire les petites poches, les petits chaudrons tactiques de l'armée ukrainienne qu'il y avait dans cette zone. Et on peut penser que dans les jours qui viennent, au moins la route qui mène donc de Constantinople vers Kurakhove sera coupée, soit par les attaques qui viennent du sud, soit par les attaques qui viennent du nord du réservoir de Kurakhove, la flèche rouge qui pointe vers Shevchenko, où là, les Russes peuvent à n'importe quel moment tenter pour le moment ils avancent en direction d'Andrivka, plein ouest, mais à tout moment, ils peuvent pivoter vers le sud pour essayer d'atteindre Dachnay et couper la route aussi par cet axe-là. Voilà, sauf que l'encerclement, du coup, sera moins important s'il coupe la route le plus à l'est par rapport à ce qu'il pourrait obtenir en prenant Constantinople ou Oulakli. Et au même moment, on a une progression intéressante dans le secteur de Velika Novosilka, donc dans le coin en bas à gauche de la carte, où on voit que les Russes continuent d'attaquer pour, là encore, couper la dernière voie de ravitaillement qui vient de l'ouest de la garnison de Velika Novosilka. Et donc ils tiennent Novi Komar, bien évidemment au nord, on l'a vu la semaine dernière, ce qui fait que la route qui vient du nord est complètement coupée, et donc il reste plus que celle de l'ouest, et on voit que leurs efforts sont prononcés dans cette zone pour couper la logistique, et donc comme d'habitude avoir un encerclement opérationnel et contraindre la garnison à faire un choix, Cameron, reddition ou évacuation sous les feux de l'artillerie et de l'aviation russe. Donc voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire sur le front ukrainien en ce 23 décembre. Alors avant de passer à la situation au Proche-Orient, comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité. La dernière vidéo a presque atteint le meilleur score, un des meilleurs scores en tout cas de ces derniers mois sur YouTube. Merci de l'avoir partagé, merci pour vos commentaires rectificatifs, vos commentaires positifs, ceux qui sont aussi dans l'échange et qui nous disent on a eu des échanges intéressants ou des posts intéressants sur tout ce qui concernait nos estimations, et je réinsiste sur le mot estimation des pertes de part et d'autre entre Russes et Ukrainiens, ça ne reste que des estimations, on n'est pas dans le secret des dieux.
Merci à tous ceux qui partagent aussi toutes nos autres publications pour nous aider dans notre référencement, et pas seulement donc nos vidéos. Merci à tous ceux qui nous rallient sur Patreon pour justement avoir du contenu supplémentaire. Nous, le gros effort qu'on fait sur Patreon, c'est pour tous ceux qui n'ont pas accès aux articles en anglais parce qu'ils parlent pas, ils n'ont pas la maîtrise de l'anglais. Donc on vous offre beaucoup de traductions d'articles grâce à vos dons et à vos abonnements Patreon qui nous ont permis déjà d'achever notre campagne de réabonnement, mais même de commencer à nous abonner à de nouveaux supports pour vous donner un panel encore plus important d'articles. Et donc à partir de la rentrée, puisque là, vous le savez, nous sommes en période de trêve des confiseurs, à partir de la rentrée, à partir du 6 janvier, tous les jours, vous aurez au minimum un article, et je dis bien au minimum un article qui sera traduit par jour, y compris le week-end, sauf exception, mais bon, on va essayer quand même aussi de tenir ça le week-end, un article minimum par jour qui sera traduit de l'anglais en français pour pouvoir donner accès au plus grand nombre à des informations cruciales. Et là, le dernier article qu'on a publié, c'était celui concernant la création, enfin qu'on a traduit, la création de cette nouvelle branche des forces armées russes avec les drones. Voilà, et puis donc merci à tous ceux qui font des dons ponctuels via PayPal pour nous aider, parce que ça nous permet de voir avec une stratégie à plus long terme ce qu'on peut faire pour l'année 2025 qui va être cruciale par rapport à l'information, et donc ça nous permet d'avoir une visibilité plus importante quant à nos moyens. Et puis bien évidemment, parce que certains nous ont aussi posé la question, de faire tourner la boutique, parce que tout ce qu'on fait, au bout d'un moment, on peut plus le faire gratuitement non plus, enfin en tout cas bénévolement, c'est le bon mot, par rapport à ce qu'on avait à faire il y a encore un an quand on a lancé cette chaîne. Alors maintenant, on va passer à la situation au Proche-Orient. Alors pour ce qui concerne la situation en Palestine et en Israël, on n'a pas de carte aujourd'hui à vous montrer. Simplement un constat donc catastrophique qui est fait par l'ONU sur la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza, qui est absolument terrifiante, puisque au-delà de la poursuite des opérations militaires par l'armée israélienne, il y a toujours des bombardements, il y a toujours des opérations de recherche et destruction de tunnels ou de militants palestiniens, on a une situation sanitaire et humanitaire qui est catastrophique selon les rapports de l'ONU. On a un gros problème puisque la majorité des bâtiments ont subi des destructions ou ont été rasés. Il faut des abris et les abris manquent parce que l'acheminement de tout ça est très difficile, de tous ces moyens-là est très difficile, et ça devient catastrophique parce que même si on est en Terre Sainte, vous vous doutez bien, il y a quand même l'hiver et il y a quand même la pluie qui arrive, et on a des gens qui sont sans abri et qui sont exposés à des pluies parfois importantes sans pouvoir s'en protéger. Donc ça va augmenter le nombre de malades, notamment chez les plus fragiles. L'accès à l'eau reste compliqué, l'accès à la nourriture aussi. Et les rapports de l'ONU nous informent à date du 23 décembre que 96% des femmes et des enfants de la bande de Gaza n'ont pas accès à une quantité suffisante de nourriture au quotidien. Donc, on est bien en train de les faire, excusez-moi l'expression très populaire, on est en train de les faire littéralement crever de faim. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est qu'en étouffant la bande de Gaza comme on est en train de l'étouffer depuis plusieurs mois, d'après les calculs de l'ONU, ça fait environ 75 jours qu'on peut considérer qu'elle est vraiment que la bande de Gaza est en état de siège par rapport à l'arrivée de l'aide humanitaire. Voilà, on est en train de les faire crever de faim et on les expose aux intempéries, ce qui va augmenter la mortalité des plus fragiles, puisque si vous ne vous nourrissez pas correctement, vous êtes beaucoup plus fragile si vous attrapez même un simple coup de froid, comme on dit. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et parallèlement à ça, on a vu donc là des images qui ont été filmées par un soldat israélien de ce qui se passe donc au niveau du corridor de Rafah. Il n'y a plus un bâtiment debout. Il y a même des suspicions sur l'emploi de sociétés de BTP privées israéliennes qui auraient participé je vais appeler ça le dallage
de ce secteur pour qu'il n'y ait plus aucune maison, plus rien, que ce soit un véritable parking, pour reprendre l'expression en vogue en ce moment, et qu'il n'y ait plus rien, que tout a été rasé, il n'y a plus rien qui est debout. Et c'est pas simplement le génie israélien qui aurait fait ça. Je dis bien qui aurait, je reste au conditionnel. Et parallèlement à ça, on voit toujours, on va essayer, là je les ai vus hier et ce matin, on va essayer de les partager justement sur Patreon, hein, pour encore avoir de la valeur ajoutée pour nos abonnés. On a encore vu des attaques des brigades Al-Qassam contre les troupes israéliennes. Donc, comme on ne cesse de le dire et comme on ne cessera jamais de le dire, eh bien, on voit bien que les déclarations de victoire du camp israélien sur on a vaincu le Hamas, on a vaincu les autres mouvements de résistance palestiniens, ne fonctionnent toujours pas. Voilà, il y a encore des types qui ont des munitions. Hein, on a vu des vidéos où ils avaient encore des obus de mortier ou ce genre de choses, et qui continuent donc de mener des attaques contre les colonnes blindées mécanisées de Tsahal. Voilà, la situation n'est toujours pas terminée militairement. Et enfin, sur le plan diplomatique, au cours de sa grande conférence de presse, Vladimir Poutine a condamné l'attitude d'Israël par rapport à ce qui se passe à Gaza. Il a également condamné Israël par rapport à ce qui se passe avec la Syrie, hein, sur la conquête. Là, c'est pas encore l'annexion, puisque là, l'annexion a un caractère juridique, mais la conquête du territoire syrien en toute impunité par l'armée israélienne depuis que le régime de Bachar el-Assad est tombé. Donc voilà, la Russie, malgré une attitude toujours très équilibrée, en prenant en compte, hein, on a eu de cesse de le rappeler, le nombre de citoyens israéliens qui ont un double passeport israélien et russe, et qui ont beaucoup soutenu la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, eh bien Poutine, là, est obligé de prendre une position en disant, voilà, ce qui se passe à Gaza n'est pas acceptable, et nous faisons tout ce qu'il faut pour le faire condamner par l'ONU dans les instances internationales, et ce qui se passe en Syrie n'est pas non plus acceptable, parce que c'est fouler au pied le droit international. Alors, on va terminer par la situation donc en Syrie. Alors, on vous a mis cette fois-ci une petite carte. Alors, il faut noter plusieurs choses. La première, en ce qui concerne la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement syrien, hein, du groupe HTS, on a là carrément, on se dit c'est pas possible, ils sont dans une telle impunité qu'ils se moquent du monde comme c'est pas permis. Ils ont nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères qui s'appelle donc Al-Shibani. Hein. Alors il est ministre des Affaires étrangères par intérim, mais sauf que on l'a plutôt connu avant sous le nom de Zaïn al-Hattar, et c'était tout simplement, pour résumer, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Voilà comment les choses se passent aujourd'hui. Alors, on a vu le département d'État demander à ce que les 10 millions de dollars, la prime de 10 millions de dollars sur la tête d'Al-Joulani soit retirée, hein, pour dire bon bah voilà, maintenant il est notre fils de our son of a bitch. Hein, c'est un son of a bitch, mais c'est un à nous. Donc on enlève la prime, il est plus recherché, et donc du coup les types ils s'embêtent plus. Voilà, on nomme un individu qui est connu, hein, vous voyez sa photo là sur la carte, hein, qui est juxtaposée. Donc voilà, Assad Hassan al-Shaibani, qui est l'ancien responsable, fondateur de la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Donc quand on vous dit que HTS c'est Al-Nosra, donc Al-Qaïda avec des noms qui ont juste changé mais que les bonhommes sont toujours les mêmes, eh bien voilà à qui on va avoir affaire pour traiter des affaires étrangères en Syrie. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Alors on a vu, alors au niveau du terrain, hein, vous le voyez sur la carte, il n'y a pas eu de combat particulier. Alors il faut noter l'arrivée depuis l'Irak, hein, tout en haut, à droite de la carte, on a eu des troupes américaines qui ont pénétré dans la zone qui est tenue par les forces démocratiques syriennes et qui sont arrivées, donc un convoi qui est arrivé jusqu'à Saqqar. Avec alors il y a des militaires, mais est-ce que c'est pour donner des munitions, évacuer des gens, ça, le contenu de ce convoi n'est pas déterminé. On a eu quelques accrochages, vous le voyez, avec des drones turcs dans la région d'Ain Issa.
Et puis un autre élément qui est très important, c'est qu'on a eu une délégation très importante saoudienne qui a rencontré Al-Joulani. Donc qu'est-ce qui va sortir de cette discussion? Là, ça va être quelque chose à surveiller. Qu'est-ce que les Saoudiens viennent négocier avec Al-Joulani? Là, c'est très très important. Ça s'est passé hier, hein, donc on verra ce qui se passe dans les jours suivants sur le plan diplomatique, qu'est-ce que ça va engendrer. Est-ce qu'il va y avoir une normalisation parce que vous l'avez vu, la France a rouvert son ambassade, donc là, qu'est-ce qui va se passer avec l'Arabie Saoudite dans ce jeu-là? Je rappelle qu'à l'Ataquié et à Tartous, il y a de l'évacuation de personnel et de matériel qui vient des bases russes qui étaient à l'intérieur de la Syrie, pas de la base des deux bases elles-mêmes. Hein. Faut qu'on soit clair, parce qu'on commence à nous dire en permanence là depuis 15 jours, ah regardez, ils ont quitté l'Ataquié et Tartous, ou ils vont les quitter. Non. Ce qui est évacué, on l'a vu, hein, il y a des convois russes qui sont arrivés de l'intérieur du pays où il y avait des différentes bases, des différents instructeurs, différents matériels de défense antiaérien. Donc tout ça est rapatrié vers la côte pour être évacué, mais les bases elles-mêmes de l'Ataquié et de Tartous, pour le moment, il n'a pas été mis noir sur blanc que les Russes allaient les quitter. Faut arrêter de fantasmer avec ces informations-là. Je dis pas qu'ils vont pas les quitter, je dis que pour le moment c'est pas en cours. Donc arrêtez de dire sans arrêt, ah oui ça y est ils sont partis. Non, pas encore. Et pour le moment c'est pas d'actualité, ou en tout cas pas officiellement. Ensuite, il faut donc il y a eu aussi la visite du ministre des Affaires étrangères turc, hein, qui a rencontré donc Al-Joulani à Damas. Hein, donc il y a une intense activité diplomatique, donc délégation saoudienne de haut rang, ministre des Affaires étrangères turc, qui lui est venu en plus annoncer que la Turquie allait fournir une assistance militaire au nouveau pouvoir, hein, avec des conseillers et du matériel. Quelle aubaine, puisque tout le matériel, une majeure partie du matériel de l'armée syrienne a été détruit par les bombardements israéliens de ces dernières semaines. Voilà, donc les Turcs, ils arrivent, nous on va vous donner de quoi remplacer tout ce qui a été détruit par les Israéliens. Magnifique. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur la situation donc en Syrie aujourd'hui, et où on voit que voilà, tous les gens qu'on nous a qualifiés, présentés depuis 15 jours comme étant des modérés, eh bien avec l'exemple de ce monsieur Al-Shibani, on voit bien que c'est pas du tout des modérés, puisque là on a affaire aux anciens cadres fondateurs de la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire donc en ce 23 décembre. Nous vous remercions pour cette année passée avec nous sur ce nouveau support qu'est la Web TV, hein, qu'on a lancé le 12 janvier dernier. On espère que on va faire encore mieux l'année prochaine grâce à votre soutien financier et votre fidélité, puisque le nombre d'abonnés continue lui aussi de croître et nos revenus publicitaires commencent à augmenter de manière sensible, donc c'est une dynamique qu'il faut poursuivre. Je vous souhaite un très saint Noël à vous tous. Pour tous ceux qui sont des fidèles de l'ancien culte romain latin du soleil invaincu, je vous souhaite une bonne fête du Sol Invictus, hein, qui correspond bien sûr à la fête du 25 décembre. Hein, la corrélation est évidente entre le choix de l'Église catholique romaine et cette fête qui était là avant, quelques années avant. Et puis je vous dis donc non pas l'année prochaine, mais à lundi prochain. Hein, donc il y aura qu'un bulletin cette semaine, c'est celui-là, et on aura un bulletin final pour terminer l'année 2024 lundi prochain. Voilà, une très bonne semaine, un très beau et très saint Noël à vous tous, et à lundi prochain. Au revoir.